Bonjour à toutes et à tous. Bon, à cause d'un mois de février bien rempli niveau taf pour moi, il a été difficile d'aller au cinéma récemment. Mais ce mois de mars s'annonce très riche et promet vraiment un paquet de films intéressants. Et parmi ces films intéressants, il y a le dernier long métrage du réalisateur américain Darren Aronofsky, The Whale. Intéressant pas forcément pour sa qualité qui est pour moi très douteuse, mais plus pour toute l'aura qui l'entoure et de son acteur principal Brendan Fraser. Il y a fort à parier que le film va recevoir des critiques de tous les côtés, et il est pour moi une très bonne représentation du cinéma du réalisateur dans son ensemble. Alors pourquoi exactement? Eh ben revenons un peu là-dessus. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Aronofsky est un réalisateur qui n'est pas très apprécié des critiques cinéma, mais qui a rencontré très souvent un succès commercial et une forte sympathie du public. Il est l'auteur notamment de Requiem for a Dream qui est sorti en 2000, célèbre drame qui tourne autour de l'addiction, qui avait fait un carton au box-office. Il a par la suite réalisé The Wrestler en 2008, un autre drame revenant sur la vie d'un catcheur, et qui est par ailleurs considéré comme le meilleur film du réalisateur selon les critiques, puis regagne encore une popularité mondiale avec Black Swan en 2010, autre drame psychologique, avec Natalie Portman jouant une danseuse. Et il a dernièrement adapté le récit de Noé au cinéma en 2014, que je n'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, mais voici mon avis à l'époque dessus. Il n'empêche que ça reste un film vraiment divertissant, proposant des idées intéressantes à travers un visuel vraiment magnifique et une mise en scène toujours aussi maîtrisée. Voilà, merci le Guillaume de 19 ans. Puis en 2017, il secoue de nouveau le public avec Mother, et The Whale est son 8e long métrage, une adaptation d'une pièce de théâtre écrite initialement en 2012 par Samuel Hunter, un dramaturge américain. Et à travers sa filmographie, on remarque une spécificité de Darren Aronofsky dans sa manière de mettre en scène. Spécificité qui pour moi est l'une des raisons pour lesquelles les critiques ne l'apprécient pas trop, c'est qu'il appuie très fort dans la douleur et la tristesse. Si fort qu'il est difficile de ne pas y voir autre chose qu'un metteur en scène voulant absolument que ses spectateurs pleurent à tel ou tel moment ou se sentent mal sur telle ou telle séquence. Ce qui laisse finalement peu de place à l'image et à l'interprétation car la mise en scène dirige automatiquement le spectateur vers une émotion prédisposée par son réalisateur. Et ça crée donc effectivement une universalité émotionnelle au sein des spectateurs qui se retrouvent à avoir pleuré au même moment ou avoir été traumatisés par la même séquence. Alors pourquoi pas, hein, mais disons que pour les professionnels de la critique, ce n'est pas vraiment signe de talent que de donner un dirigisme à outrance dans les séquences de son film. Aronofsky a tendance, selon certains, à ne pas laisser le spectateur avoir sa propre interprétation esthétique face à l'œuvre qu'on lui propose, et à ne pas profiter de la puissance de l'image pour délivrer une réelle émotion visuelle subjective. La surenchère du drame et de la désolation résulte bien plus d'une incompétence à créer de l'émotion par l'image que d'un réel talent de cinéaste. Ajoutons à cela qu'on lui reproche souvent aussi, dans cette volonté de vouloir faire pleurer dans les chaumières, un manque cruel d'ambiguïté dans ses personnages. Ce qui fait que, comme les moments tristes, le spectateur n'a pas d'autre choix que de suivre les gros sabots décidés par Darren Aronofsky. Alors moi, je trouve cet aspect très intéressant car ça permet aussi de se poser des questions sur l'importance de l'image et de la manière dont un film est monté et mis en scène, mais aussi de prendre du recul sur ces films qui ont parfois tendance à effectivement appuyer lourdement pour s'assurer une empathie avec le spectateur qui serait unanime. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément synonyme de qualité, ça peut aussi être une sorte de cache-misère. Alors c'est pas une règle universelle, hein, je pense qu'il y a des films un peu dirigistes comme ça qui sont très bien malgré tout. Tout est souvent une question de dosage quand on choisit ce parti pris. Mais je vous avoue que je n'avais pas vu de film d'Aronofsky depuis longtemps, et quand j'ai donc découvert The Whale en novembre dernier à Caméra Image, vidéo ici si vous l'avez pas vu, et bah c'était pour moi l'occasion de redécouvrir un peu le cinéaste que j'avais un peu oublié. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'effectivement tout ce qu'on a tendance à lui reprocher s'ancre parfaitement dans la construction de ce film, mais pas forcément par le biais d'extravagances visuelles comme a pu le faire Aronofsky dans ses précédents films. On va y revenir tout de suite. Film qui arbore par ailleurs l'obésité avec un misérabilisme que la com et le réalisateur montrent un peu en spectacle. Donc je sens que certaines associations vous traiteront de grossophobie pour cette maladresse. D'ailleurs je crois que c'est déjà le cas, c'est déjà arrivé. Mais passons et commençons d'abord par parler justement de cet aspect marketing que je trouve un peu dégueulasse, qui tourne autour de Brendan Fraser. Alors Brendan Fraser, c'est un acteur oublié d'Hollywood, c'est une star au début des années 2000 avec des sorties populaires comme La Momie, qui rencontre un succès commercial. Mais il est en fait très vite tombé dans l'oubli pour diverses raisons. D'abord parce qu'il fut victime d'agressions sexuelles auprès de producteurs américains, mais parce qu'il enchaîna ensuite les étapes difficiles personnelles avec notamment une très profonde dépression liée à cette agression. Sa réapparition est donc synonyme de renaissance dans un film qui semble aussi traiter de sujets qu'il a réellement vécu. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal à trouver ça sain, car la vie populaire sera évidemment biaisée par cette histoire que tout le monde trouve touchant, et je trouve ça un peu hypocrite de mettre en avant un acteur oublié pour surfer sur le futur succès d'un film qui joue vraiment la carte du « vous allez pleurer » dans sa communication. Mais passons, tout ça n'est qu'un avis perso et moral et ça ne dit rien sur la qualité du film. Quoique, parlons un peu de lui du coup. The Whale raconte donc l'histoire d'un professeur homosexuel à l'obésité morbide qui passe son temps à manger chez lui et à faire des cours en visioconférence sans jamais se montrer. Topo de départ intéressant car le film va s'attarder sur un personnage que l'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma
et normalement sur son handicap quotidien, déjà retranscrit dans la pièce de théâtre originale. Et pendant 2 heures, c'est tout plein de personnages qui passeront et repasseront le voir pour lui donner une envie de résilience et de lui proposer de réparer des erreurs passées, avec un scénario de rédemption. Alors comme c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, le film est un huis clos où divers personnages, notamment son assistante médicale et amie, sa fille ou son ex-femme, apparaissent et disparaissent des séquences. Le dehors existe donc très peu et il y a beaucoup de dialogues pour expliquer les situations et les ressentis. Vous commencez à me connaître et vous savez que ce genre de procédé m'épuise au cinéma. Et c'est par ailleurs pour ça que j'ai de base du mal avec les films qui adaptent une pièce de théâtre, parce qu'ils tombent souvent tous dans le piège. Le vocabulaire visuel et esthétique d'un film n'est pas le même qu'au théâtre. Au théâtre, l'attention est portée sur les dialogues, l'acting, la scénographie. Tout ça va apporter une émotion au spectateur qui est propre au langage théâtral. Mais au cinéma, c'est pas du tout ça qui devrait être mis en avant pour moi. Les dialogues devraient être plus discrets, l'acting aussi, et c'est l'enchaînement de plans, le montage, la mise en scène de ces images qui doivent insuffler une puissance au film qui est propre au langage cinématographique. Et le problème avec The Whale, c'est qu'il fait très film théâtre. La mise en scène est donc très plate, c'est du plan large champ contre champ quasi en permanence, avec un montage de tout ce qu'il y a de plus banal. Et l'acting non seulement s'appuie sur un surjeu à l'américaine qu'on repère maintenant facilement, mais cette façon de jouer est d'autant plus poussive que les dialogues sont très explicatifs. Pour moi, c'est presque du niveau des Feux de l'amour. On explique tout, mais on ne montre absolument rien. Et du coup, qu'est-ce qui résulte de ça? C'est qu'on y voit un misérabilisme à outrance pour ce personnage qui a tout le potentiel dramatique pour dégager une émotion réellement impactante et touchante, mais à en vouloir en faire trop, on rate le coche. On rate cette volonté de montrer la difficulté de vivre quand on est en cas d'obésité morbide. Et on retrouve typiquement cette volonté d'appuyer certains moments pour bien dire au spectateur que, allez, c'est le moment de pleurer ou de rire. Regarde, la fille fronce les sourcils, elle cache quelque chose. Je trouve ça insupportable et frustrant car je trouve le jeu de Brendan Fraser assez touchant par moments, et les meilleures séquences sont clairement celles où il est tout seul, à penser, et où personne ne vient parler. Car là, on arrive à choper un semblant de quotidien qui nous est étranger et qui nous touche. Cette tendance à vouloir absolument tout contrôler dans les émotions du spectateur, c'est vraiment un truc qui m'énerve maintenant beaucoup au cinéma. Prenons l'exemple d'un film qui sort aussi cette semaine et qui est pour moi bien plus intéressant à ce niveau-là. Il s'appelle Tengo Sueños Eléctricos. C'est un film franco-costaricien réalisé par Valentina Morel, dont c'est le premier long métrage. Alors avant de vous en parler, je tiens à vous dire quand même que c'est le distributeur du film qui m'a envoyé le film en avance, afin de voir si je pouvais parler dans une vidéo si je l'appréciais. Coup de bol, j'ai aimé le film, et je pense que là-dessus, il apporte infiniment plus de choses au spectateur que The Whale. Je m'explique. Dans ce film, on suit une adolescente de 15 ans qui doit supporter le divorce de ses parents. Et dans cette grande précarité qui entoure ce personnage et cette famille, vient se développer la sexualité encore incomprise de l'adolescente. Et là où le film va être spécifique, c'est dans sa manière de la mettre en scène. Cette sexualité naissante va se répercuter dans la figure de son père, violent et indéfendable dans ses faits et gestes, au détriment de sa sensibilité pour l'art et la poésie. Du coup, ça crée un sentiment très malsain pour le spectateur et un peu malaisant, mais ça n'est jamais appuyé par des dialogues ou par des gros sabots. C'est la mise en scène, la façon de jouer très juste de cette gamine qui va faire naître cette admiration étrange qu'elle éprouve pour son père. Donc déjà, notre morale est un peu secouée, mais jamais la réalisatrice ne donne de directive au spectateur. Elle joue avec une ambiguïté très bien dosée et finit par dresser un portrait très juste de ce passage à l'adolescence qui est très troublant pour beaucoup de jeunes, car ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils désirent. Antoine Goya en avait parlé dans cette vidéo et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, toutes les scènes qu'on nous montre ne sont pas filmées avec jugement. Il y a une retranscription d'un réel glauque mais très juste dans l'incompréhension d'une jeune ado qui vit dans la misère et qui n'est pas forcément bien entourée, et de ses premiers désirs qui ne sont pas si nets que ça dans sa tête. Et l'acting bien dosé apporte à cette ambiguïté ce côté malsain, un peu incontrôlable. C'est un film qui ne sera malheureusement pas très bien distribué je pense, mais je vous invite à aller le voir si vous l'avez quelque part, c'est un film très intéressant. Les cahiers du cinéma semblent d'ailleurs avoir aimé le film aussi, et je vous cite juste la dernière phrase de la critique que je trouve assez juste. L'étrangeté de cet attachement paradoxal et malaisant entre le père violent et sa fille fait sortir le film de ses gonds, transformant le scénario en une fable d'une improbable transmission dans laquelle l'héroïne semble elle-même hériter de la fureur insatisfaite de Martin, son père, pour partager, conformément au titre, les mêmes songes électriques. Dans un autre style, Goutte d'Or récemment réussissait plutôt bien ce pari aussi, avec une mise en scène mettant en place des personnages comme des ombres que personne ne voit ou n'estime. Le réalisateur parvient à filmer sans juger les dérives de ses destins funestes, à savoir le charlatanisme et la violence démesurée d'une jeunesse laissée à l'abandon. Bon là par contre la distribution m'a pas contacté, c'est juste que le film est très bien aussi. Ces deux longs métrages qui sont d'ailleurs aussi au cinéma actuellement sont vraiment l'antithèse totale d'un film comme The Whale, qui va adopter une mise en scène très dirigiste dans les émotions et qui va surtout être extrêmement explicatif et ne pas apporter la moindre subtilité dans les relations familiales. L'identification de certains marchera peut-être, mais ce n'est pour moi pas suffisant pour qualifier
le film de bon. C'est ça la beauté du cinéma, c'est réussir à transmettre des émotions en filmant des événements, des endroits, des sujets qui peuvent nous être complètement étrangers. Dans le cas de The Whale, c'est un poussif émotionnel qui m'a fait souffler en permanence lors de séquences censées être bouleversantes, comme le souligne d'ailleurs si bien l'affiche. Et à contrario, ça crée vraiment un effet spectaculaire dans l'émotion, ce que je trouve un peu contradictoire dans le ressenti. Je trouve que la tristesse est représentée comme une manière de faire du spectacle, alors que la mélancolie pour moi de quelqu'un, un mal-être dans un film, n'est jamais plus juste et plus émouvant que lorsqu'il est traité discrètement. Le mal-être du personnage de Karim Leclou dans Goutte d'Or est très touchant car il est discret, on sait qu'il est là, présent, et que surtout ça crée un personnage ambigu qui ne fait pas que des choses bien. Autre chose aussi que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Babylone, c'est que cette ambiguïté se crée aussi avec les tensions entre les personnages. Le fait qu'ils ne soient ni blancs ni noirs, de par leur passé, leurs actions, mais aussi leur jeu avec notre morale qui est secouée. Dans The Whale, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde regrette, tout le monde pleure. Ça ne crée jamais une quelconque nuance avec les relations familiales, son passé difficile, puisque tout est pardonné, tout est beau et tout est gentillet. Du coup, on ne croit jamais vraiment au passé difficile, puisque tout est facilement pardonnable, tout est facilement pardonné. C'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Et dans les autres films que je vous ai cités, c'est probable que vous ayez moins l'occasion de pleurer. Mais l'expérience cinématographique est pour moi bien plus riche dans des propositions ambiguës, dans une discrétion qui laisse plus place à ses acteurs et à l'image, et dans des situations sociales filmées sans jugement. Car c'est le spectateur qui va devoir capturer l'instant et essayer de comprendre pourquoi ça l'a touché ou pas. Pour The Whale, pas besoin de vous poser cette question car Darren Aronofsky le fait à votre place. Et on ne peut quitter le film sans avoir cette petite odeur de course aux Oscars. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir les deux films dont je parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!